c'est plutôt, c'est plutôt, c'est-à-dire qu'au début, ils ont un peu de Laurent, merci hein, vraiment d'avoir pris le temps. J'imagine que Lighton doit être extrêmement sollicité dans beaucoup de Ouais, projets en ce moment. c'est les bonnes nouvelles. Moi, j'aime bien être, être très sollicité plutôt que l'inverse. Ouais, ouais, mais vous devenez une société phare hein, dans les enjeux contemporains. C'est vraiment formidable. On s'y attelle, en Alors, tout cas. ouais, on attend encore donc Ilan et Apupen qui n'est pas Alors, encore là. Un Poupen ne va pas pouvoir se connecter. Et puis, en fait, Ah, comme on fait la conversation plutôt en français, je me suis dit que ça allait aussi compliquer inutilement les choses aussi s'il venait. d'accord. Ok, Bon, très bien. après, je peux parler en anglais aussi, mais y a pas de souci. Non, non, écoute, on Est-ce que attend encore juste 5 minutes. tous les auditeurs sont francophones? Je pense que tout le monde comprend l'anglais, il n'y a pas de souci. Mais écoute, faisons-le en français tant qu'on y est. On attend juste encore 5 minutes que Ilan se connecte. Carla, tu peux lui faire un rappel au cas où, par sécurité, qu'il n'y ait pas de problème de décalage horaire, Oui, oui, il m'expliquait qu'il aurait une mauvaise connexion, donc c'est peut-être pour ça qu'il a quelques difficultés. qui est en Colombie, en fait. Oui. Bon, bon écoute, commençons, ça va le faire venir. Euh, Donc, merci à Laurent Daudet, directeur général de Lighton, une startup qu'il a cofondée en 2016, qui développe des grands modèles de langage et qui commercialise la plateforme Paradigme pour les entreprises et qui est actuellement en délégation de son poste de professeur de physique à l'Université de Paris-Cité, où il a également occupé différentes fonctions académiques, membre de l'Institut universitaire de France, professeur invité au NIL à Tokyo, et il est également très, très actif hein, dans euh, le développement de ces modèles d'IA qui deviennent absolument fondamentaux. Et il est ici pour nous présenter non pas un algorithme euh, un produit, mais pour nous présenter Dream Machine, qui va paraître, ou qui vient de paraître, pardon, aux éditions Flammarion, hein, qui est le premier roman graphique sur Voilà, il l'IA existe. générative. Il existe, qui a été co-rédigé avec Apple Pen, qui est une figure majeure de la bande dessinée en Inde, hein, depuis son premier livre Moonward en 2008, et qui a été artiste en résidence à Angoulême en 2021. Donc, je propose de lui donner la parole. Les gens continuent d'arriver. Je ne sais pas si Ilan est encore connecté, mais commençons et ça le fera venir. Ne faisons pas plus attendre hein, les collègues qui ont eu la gentillesse de se joindre à nous. Merci beaucoup, Alexandre et Carla, pour l'invitation à parler de Dream Machine dans le contexte de ce séminaire que que je suis régulièrement, enfin irrégulièrement, mais en tout cas de façon avec beaucoup d'intérêt parce que, comme vous allez le voir, la- l'interaction entre l'IA et la création est quelque chose qui est au cœur de mes préoccupations, même si c'est, comme tu l'as dit, Alexandre, alors moi je suis plutôt sur les aspects très business des choses, mais à mes heures perdues. Alors, avancer, est-ce que j'arrive à partager l'écran?
Euh, il faut que je partage la bonne page. Pourquoi ça marche pas? Euh, ah, il me laisse pas partager l'écran. Alors attends, faut peut-être que je te donne les autorisations. Euh, Dans sécurité, en bas à gauche des participants. Moi, c'est grisé, je ne peux pas la donner. attends. Euh, Dans sécurité. Dans la barre d'outils en bas à gauche des participants. Ah oui, très juste. Ok. Moi non plus, je peux pas utiliser je peux pas autoriser tous les utilisateurs. Je vais te nommer co-hôte, Laurent, pour que tu puisses partager ton écran. Ça devrait débloquer le problème. Ouais, il faut Voilà, que je tu me. devrais pouvoir le faire. Ok. Ah, voilà, c'est tout de suite mieux. Ouais, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est parfait. Super, Oui. merci. Alors, effectivement, voilà un peu la question qu'on s'est posée avec Capoupen ces derniers temps, c'était comment parler d'IA. En fait, comment nous, alors je vais un peu expliquer la genèse du projet déjà. Donc, Apoupen, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est un peu connu dans le monde de la BD en Inde, même s'il me disait que la BD est un art assez marginal dans ce pays-là. Donc, il y a pas du tout une culture de BD et lui-même fait une BD qui est très politique aussi. Il a un univers assez coloré où il réinvente un peu la mythologie, les mythes indiens qui remet à la sauce modernisée, un peu avec des super-héros et en se moquant pas mal des politiciens actuels. Donc c'est aussi une littérature très engagée. Euh, et, euh, et il me disait qu'il y a, voilà, en Inde, il y a pas du tout la culture qu'on a chez nous de bande dessinée, de caricature, et notamment dans un cadre politique. Euh, donc effectivement, à Poubelle, c'était une rencontre totalement fortuite. Pour moi, faire une BD, c'était pas du tout euh, de l'ordre du possible, de l'ordre de l'envisageable. Et c'est le genre de rencontre. Euh, à- à- on va pour la petite anecdote, on se rencontre à un cocktail comme ça où ni lui ni moi ne connaissions grand monde. Et puis je vois donc ce type-là qui avait l'air de s'ennuyer. Moi aussi, je m'ennuyais un peu. Puis la conversation commence et il me raconte. Donc, il était à l'époque, c'était en printemps 2021. Il revenait d'une résidence de 6 mois à Angoulême. Il me montre un peu sa production et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui dis, bah, écoute, moi, ça va pas t'intéresser. Moi, tu sais, je fais un truc beaucoup plus, beaucoup plus sérieux, c'est de l'IA. Oh, ouais. Et il me dit, ah, mais c'est un truc, voilà, l'IA, c'est quelque chose dont tout le monde parle en Inde. Tout le monde sait bien entendu que l'IA que l'Inde est très impliquée dans tout ce qui est sous-traitant informatique dans le domaine, enfin oui, dans tout ce qui est informatique. Et donc, bien entendu, l'IA est devenu quelque chose de majeur, majeur là-bas. Il dit tout le monde parle d'IA, mais personne sait vraiment ce qu'il y a derrière, où est-ce que quelles sont les limites. Et il était très négatif aussi. Et sa vision de l'IA, c'était l'IA, alors on retrouvait un petit peu tous les aspects négatifs qu'on entend hein, dans la rue aussi, mais l'IA, c'est fait pour que les grosses boîtes nous prennent notre fric et tout ça, ça fait de la pub. Ah, puis après, l'IA, c'est fait aussi pour nous détruire des emplois, ça va nous piquer tous nos jobs. L'IA, c'est fait
la désinformation, ça va être utilisé pour des manipulations dans des élections. Et puis, et moi, je rajoute, oui, et puis tu sais peut-être pas, mais l'IA, ça peut être aussi une catastrophe écologique parce que les dernières générations d'IA, ça demande énormément de serveurs. Et tu vas me dire, ah, ça, je savais pas, mais c'est aussi très fort. Et puis je lui dis, mais oui, enfin, tout ce que tu dis est certes vrai, mais il y a d'autres choses aussi. Et l'IA, c'est un potentiel incroyable pour plein de choses en éducation, en santé, en sciences, etc. Et puis, voilà, en fait, l'IA n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qu'elle devient, c'est un choix politique. Et au fur et à mesure de la conversation, nous est venue l'idée de se dire, alors c'était un peu comme au début, c'était moi, je devais lui fournir un peu du matériau technique sur l'IA et lui, il devait tout faire enfin, dessus. Et voilà. Alors, vous verrez un peu partout dans la BD, il y a une mise en abîme un peu permanente où on raconte, bien sûr, dans la BD, l'histoire de comment on a créé la BD. Et donc, voilà, il faut que les gens se posent des questions. Tu m'expliques la tech et je te propose une histoire. Voilà. Donc ça, ça raconte un peu ça. Et effectivement, au début, ouais, ouais, moi je dis oui, c'est une bonne idée, mais on en reparle. Et puis voilà, après on a échangé pas mal d'emails, on a commencé à écrire un peu des trames, mais est venu un certain nombre des problématiques que, ben, que je vais détailler un peu dans cet exposé. Voilà, et la première problématique, bah, ouais, le choix de la BD pour vulgariser les sciences. Ah, évidemment, depuis la BD Le Monde sans fin, là, qui était de Blin et Jean Covici, je pense que tout le monde le connaît ici. C'était l'ouvrage le plus vendu en 2022, quand même, en France. Je crois qu'ils ont vendu 800, euh, euh, pas, pas loin de 800 000 exemplaires, hein, ce qui est absolument remarquable. Et on se rend compte oui, oui, que la BD, en fait, c'est un très bon choix de médium de vulgarisation. On arrive à faire passer des concepts relativement compliqués. Le monde sans fin est un très bon exemple, hein. C'est pas binaire. Il y a plein d'explications assez techniques avec la BD et l'aide des dessins. Et je dirais, au départ, notre positionnement était de faire quelque chose d'assez linéaire, mais avec des encarts techniques. Et puis finalement, on, on a fait fondre les encarts. Il n'y a plus vraiment de distinction entre les passages qui sont le plus techniques et, les, et le reste du récit. Donc il y a quand même Nous, notre idée vraiment, et d'ailleurs, euh, c'était aussi une discussion avec l'éditeur. Assez rapidement, moi, je suis allé voir cet ami Christian Counillon qui a changé de maison maintenant, mais qui était éditeur chez Flammarion. Flammarion, c'est pas une, une maison d'édition connue pour la bande dessinée, mais par contre, lui, il faisait la vulgarisation chez Flammarion. Il m'a dit, écoute, moi, ton projet, ça m'intéresse. L'IA, c'est un thème d'actualité, mais moi, je peux le pitcher à ma chef comme ça va être un bouquin de vulgarisation qui passe par le médium BD et non pas comme une BD qui parle d'IA. Et effectivement, c'est comme ça vraiment qu'on le conçoit. C'est un livre de vulgarisation sur l'IA. Évidemment, tout, tout, la- tout l'enjeu pour nous, c'était de savoir jusqu'où on va dans la vulgarisation, jusqu'où on va dans les explications techniques. Alors, on a pris un certain nombre de choix. Je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. J'ai différents retours, des gens qui me disent qu'ils ont été perdus, puis des gens qui me disent qu'au contraire, euh, c'est quelque chose sur lequel ils ont compris plein de choses et que c'était bien d'aller dans des explications qui allaient au-delà des explications superficielles. La question reste ouverte, mais toujours la difficulté de simplifier sans sursimplifier. Euh, euh, Poupen n'est pas du tout, n'a aucun background technique. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que, et lui, ce qu'il me disait, c'était que si lui comprenait, ben dans ce cas-là, à peu près n'importe qui n'a pas de background technique aussi pouvait comprendre. Voilà. Alors après, oui, il y a eu un deuxième choix qui a été fait aussi, c'est que au départ, on était parti sur quelque chose de très, très pédagogique avec chapitre 1, l'histoire de l'IA, chapitre 2, les IA génératives, chapitre 3, l'utilisation des IA génératives dans le business, le chapitre 4, etc., etc., avec vraiment un chapitre par focus.
Et puis en discutant avec Christian, notre éditeur, il nous a dit, mais oui, vous pouvez le faire pédagogique, mais ça va être un peu emmerdant en fait, hein. Enfin, ça va être un livre de cours et c'est un peu un des dangers que vous encourez. Par contre, ça serait beaucoup plus intéressant si vous racontiez une histoire. Laurent, tu as été une chouette histoire à raconter d'universitaire devenu entrepreneur, etc. Et évidemment, moi, au départ, ma première réaction était très, très négative. Jamais, jamais, ça sera moi. Et, enfin, je vais raconter mon histoire. Et bien entendu, donc le personnage principal s'est retrouvé être un universitaire qui habite à Paris, qui a créé sa start-up autour de l'IA générative. Et bon, il y a quelques petites ressemblances physiques avec moi quand même. On va dire que le héros est une sorte de double de moi en plus jeune. Mais après, voilà, ce que Hugo, le héros, pense, c'est pas forcément ce que Laurent pense. Euh, c'est, euh, mais en tout cas, on a décidé de faire ça comme une fiction, vraiment de raconter une histoire et de se dire on va prendre le lecteur et lui transférer tout cet exercice de vulgarisation scientifique, transférer cette connaissance, mais à travers un fil conducteur. Alors, le fil conducteur, oui, c'est une sorte c'était des fruits de longues discussions, c'était une sorte de complot de multinationales qui veulent manipuler des pays entiers, etc. Donc ça, et évidemment, c'était une des conséquences du fait de raconter une histoire. Raconter une histoire, il faut qu'il y ait un petit suspense. Bon, l'article du Point disait que la semaine dernière, qui relate, qui parle de Dream Machine, dit que ça se lit comme un polar. Alors, je ne sais pas si ça se lit, si ça se lit comme un polar, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire qui s'est un peu greffée dessus, qui n'était pas notre projet de départ, mais qui permet d'avoir ce fil rouge tout au long de la BD. Après, voilà, je dirais qu'un des très très gros enjeux pour nous, c'était d'écrire un livre, et c'est-à-dire c'est comme une photographie qui va figer dans le temps un domaine qui évolue à une vitesse absolument phénoménale. Et d'ailleurs, c'est un des messages qu'on veut faire passer dans le livre, c'est que depuis quelques années, il y a eu une accélération absolument colossale de tout ce qui se passe en IA. Donc, je pense que tout le monde qui écoute ce séminaire le sait, mais le grand public ne le sait pas vraiment, ne sait pas vraiment la magnitude à laquelle tout ça, ça s'accélère, hein, les investissements qui ont lieu, notamment dans le privé d'ailleurs, la privatisation de l'IA est quelque chose qu'on veut mettre en avant. Et voilà, blague à part, vous arrivez, vous, à suivre tout ce qui se passe dans le domaine? Ben non. Enfin, c'est dur pour les universitaires de rester à la pointe de la recherche. C'est dur aussi pour moi en tant qu'entrepreneur. C'est vrai que quand on s'est mis dans ce domaine-là, en 2016, il y avait un truc intéressant qui sortait tous les 2, 3 mois, disons, en recherche ou en innovation, etc. Puis maintenant, c'est un tous les 2, 3 jours, hein. Donc, il y a une sorte de accélération absolument fulgurante. Euh, il y a des enjeux effectivement techniques. En ce moment, il y a une énorme discussion sur la régulation, le EU AI Act. Et c'est clair que, à la fois sur les aspects techniques, sur pas mal d'aspects, j'écrirai pas tout à fait le bouquin maintenant, de la même façon que ce qu'on a écrit. Alors, on est, d'un point de vue chronologie, c'est vrai que nous, donc notre rencontre était il y a 2 ans. On a eu le feu vert de l'éditeur autour de l'été dernier euh, sur un peu les grands principes. Et puis on s'est enfermé mais c'est vraiment à la Toussaint 2022. Apoupem est venu en France à nouveau et on s'est enfermé pendant quelques jours dans un super gîte dans la Drôme, vraiment au calme, et où on a écrit les grandes lignes de notre scénario. Et puis, Bing, 15 jours après, il y a ChatGPT qui sort, donc début décembre, et on s'est dit, bon, voilà, vu l'écho mondial que ça a eu, on a été obligé de revenir et de remettre du ChatGPT. Et bien entendu, là-dedans, on ne pouvait pas ne pas passer à côté de ChatGPT vu l'impact. Donc, ça nous a obligés à changer des choses. Et après 3 mois après, mars 2023,
il y a GPT-4 qui sort et là, on s'est dit non, on va pas mettre, on va pas mettre GPT-4. C'est, euh, c'est, on peut pas. On est obligé de figer dans le temps quelque chose, mais de fait, quoi, de fait, les choses, et même sur les applications, sur l'utilisation d'IA pour les entreprises, j'ai donné des exemples qui sont dans le bouquin, parce que c'est vrai que les gens me disaient à quoi ça sert dans le monde des entreprises, cette IA générative, c'est ChatGPT et tout, je ne donnerai pas tout à fait les mêmes exemples. Maintenant, les gros cas d'usage qui nous sont demandés à Lighton, c'est les systèmes qu'on appelle les systèmes RAG, Retrieval Augmented Generation, où on utilise des grands modèles de langage pour interagir avec des corpus documentaires, et peut-être un peu moins les use cases décrits dans la BD. Euh, voilà, et un peu nous, un, un des objectifs, c'était de dire que cette nouvelle IA générative, mais c'était quelque chose il y avait quelque chose qui était fondamentalement nouveau. Il y avait quand même une rupture dans l'histoire de l'IA, une rupture à trois niveaux, vraiment. Comme son nom l'indique, c'est l'IA générative. L'IA s'est toujours intéressée à analyser des grands corpus, des grandes masses de données et notamment des corpus de texte, mais c'était vraiment pour l'analyse. Et le fait maintenant que l'IA soit capable de recréer du texte, mais aussi des images, etc., beaucoup de la musique maintenant, de la vidéo, beaucoup de contenu avec une qualité qui est, dans certains cas, très proche, voire indistinguable de ce que peut faire l'humain, dans une grande variété de contextes et de styles, etc., sans avoir à le réentraîner. Ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Donc, le côté génératif. La deuxième chose qui est fondamentalement nouvelle euh, dans cette IA pour nous, c'est le côté, alors, ce que techniquement on appelle le zero shot learning, c'est-à-dire que il y a une rupture où l'IA est capable maintenant de faire des tâches pour lesquelles elle n'a pas été explicitement entraînée. Quand on demande à une IA de faire des résumés de texte, mais c'est pas un modèle de résumé de texte, c'est pas IA est dans le, ne serait-ce il y a 10 ans, la génération deep learning qui a vraiment commencé à exploser à partir des années 2012-2013, en deep learning, il faut vraiment on a un algorithme qui est avec une grosse base d'apprentissage pour une finalité donnée. Or là, on commence à avoir des algorithmes qui savent faire une diversité de choses, mais qui sont construits, c'est ce qu'on appelle les modèles fondationnels, des modèles qui savent faire plein de choses, même pour lesquelles elles n'ont pas été explicitement entraînées. Donc c'est un zero shot. Parfois, on lui donne un, deux, trois exemples en few shot learning et il sait faire la tâche, mais c'est pas du tout comme dans deep learning où il fallait 10 000 images de chat et 10 000 images de chien, et puis on avait un algorithme qui savait distinguer des photos de chat et des photos de chien. Donc là, il y a une rupture aussi là-dedans. Et je dirais la troisième rupture qu'on a essayé de montrer, c'est le fait d'interagir avec cette IA en langage naturel, ce qui s'appelle, enfin, c'est-à-dire en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue de tous les jours. D'ailleurs, avec n'importe quel niveau de langue, d'ailleurs, pas forcément du bon français, pas forcément du français littéraire ou du français académique, ça peut être du français, du français parlé ou avec des fautes d'orthographe, etc. Et l'IA saura interagir et saura faire ce qu'on lui demande de faire. Et du coup, euh, pour nous, c'est aussi un moment de rupture où, ça y est, l'IA sort du domaine réservé des chercheurs, des ingénieurs, de ceux qui programment en Python, pour être maintenant à la portée de quasiment tout le monde. Donc voilà, c'était pour nous les trois messages sur l'IA qu'on essayait de rendre dans cette BD, c'était ça. Euh, il y avait la question aussi de est-ce qu'il faut réécrire toute l'histoire de l'IA? Alors, il y a beaucoup de bouquins. D'ailleurs, au début, quand on a fait un petit travail bibliographique sur qu'est-ce qui existait comme BD sur l'IA, on a vu beaucoup de BD qui racontaient l'histoire de l'IA, mais qui finalement disaient peu de choses sur l'IA très très récente. Et nous, on a pris le point de vue un peu inverse. C'était l'histoire de l'IA, ça tient vraiment en deux pages. Alors, c'est pas évidemment, donc de fait, c'est pas l'histoire de l'IA. Mais c'est juste dire comment on s'y insère, et évidemment, cette nouvelle génération d'IA générative ne vient pas out of the blue. On se base toujours sur ce qui a été fait auparavant, mais voilà, essayer
d'être très rapide là-dessus. C'était un choix qu'on a fait, mais aussi par rapport à ce qui existait. Oui, alors là, c'était pour aussi ce qui existe. Je reviens sur euh, aussi cette sorte de mise en abîme aussi où à un moment il y a un des chapitres qui est consacré à la conférence NeurIPS, hein, je pense que la plupart d'entre vous connaissent NeurIPS comme étant c'est la grand-messe annuelle de l'IA, des chercheurs en IA. Alors, d'un point de vue un peu fictionnel, NeurIPS, a souvent été aux États-Unis ou au Canada. La dernière fois que je suis allé à NeurIPS, c'était à Vancouver, hein, ça devait être en 2019. Et donc, j'ai dit à Poupen, bon, on va mettre NeurIPS 2022 à Vancouver, même si en fait ça s'est passé à New Orleans, mais enfin, peu importe. Et c'est le moment où ChatGPT a été révélé. Enfin, OpenAI a sorti ChatGPT 2 jours avant NeurIPS. Évidemment, tout le monde ne parlait que de ChatGPT pendant NeurIPS 2022, et juste il y a un an. Donc voilà, ça se retrouve dans la BD. C'est intéressant aussi parce qu'on a Aboupen avait rencontré à Angoulême Jules, l'auteur de BD que vous connaissez probablement pour Silex and the City, ou c'est lui qui a repris les Lucky Luke maintenant, ou 50 nuances de grec. Toutes ces... D'ailleurs, c'est un normalien assez intello et un personnage assez intéressant. Jules. Et au départ, quand on l'a contacté, pour lui, c'était un monde, mais vraiment l'IA, ça lui semblait. Il dit oui, oui, enfin pourquoi pas, mais je veux bien vous soutenir, mais moi j'y connais rien, et puis je n'ai même pas entendu parler, etc. Et puis finalement, on le voit, il a gentiment accepté de faire une préface pour le bouquin où il raconte que bah, entre le temps où on lui a demandé et puis le temps où le projet commençait à prendre forme, et on lui a dit maintenant, est-ce que tu peux rendre ta copie sur la préface? Ben, il y avait eu juste une année qui s'était passée, mais une année où tout le monde, dans le monde autour de lui, et de la BD, ne parlait enfin, pas plus que de ça, mais en tout cas, c'était devenu une réalité. C'était devenu à la fois aussi une certaine peur aussi, et il y a des enjeux de, que leur métier va probablement évoluer grâce ou à cause, je ne sais pas, de l'IA. Et bah, ça se retrouve dans sa préface qui est plutôt sympa. Euh, donc, non seulement les modèles de langage de type LLM, qui est nous ce qu'on fait à Lighton, hein, mais ben voilà, voilà, Ilan. Mais elle, aussi, on a rajouté d'une façon un petit peu sur le tard une double page sur Midjourney et DALL-E Stable Diffusion sur les modèles de génération d'images euh, qui, euh, qui interpellait beaucoup à Poupen, mon co-auteur et dessinateur, puisque effectivement, cette idée que les artistes finalement mettent sur Internet leurs œuvres pour se faire connaître, et à partir de là se font les IA, ces IA génératives de génération d'images vont s'entraîner sur toutes ces banques d'images et vont recréer des œuvres dans le style d'eux. Donc après, il y a eu évidemment dans le style des grands artistes, mais aussi dans le style d'artistes moins connus. Il y a eu quelques procès qui ont fait un peu parler d'eux. Il y a eu des concours qui ont été gagnés par les IA, etc. Donc ça, c'était des enjeux. Ça a été un ajout tardif dans la BD, cette double page sur les modèles de création d'images qu'on n'avait pas prévu de mettre au départ. Alors oui, c'était intéressant aussi. Au départ, on avait prévu vraiment un dialogue entre donc Hugo, une sorte c'est mon alter ego, l'entrepreneur ex-universitaire qui, qui devient voilà, qui crée sa start-up autour des modèles d'IA. Et puis Ayo, l'artiste, qui est donc l'alter ego de Apupen, qui lui est très négatif, comme je disais. Ça va nous prendre notre fric, ça va nous détruire nos emplois, c'est pour la désinformation, c'est pour la manipulation, c'est une catastrophe écologique, etc. Donc, au début, on s'était dit, on va faire un dialogue good cop, bad cop. Euh,
Et après, on s'est dit que c'était pareil, en discutant avec notre éditeur, c'était finalement peut-être plus intéressant de faire en sorte qu'il y ait un seul personnage, que le personnage principal, Hugo, soit assez torturé finalement, et qu'il soit pas monolithique. L'IA, c'est super, etc. Et donc, ça se retrouve un peu dans ces dilemmes internes, dans ces réflexions internes. C'est est-ce que je vais laisser l'IA est-ce que je dois faire du business à tout prix pour mon entreprise, quelles que soient les motivations non éthiques de mes clients, ou est-ce qu'au contraire, je vais sur des modèles qui correspondent plus aux valeurs que je veux mettre en avant. Donc, c'était un peu le point de vue qu'on a pris. Euh, Après, oui, je pense qu'il y avait quelque chose qui est intéressant aussi dans cette BD, donc alors, on a écrit ce livre entre beaucoup à distance. Apupen est basé à Bangalore, et je dirais que un des objectifs aussi, c'était de se dire, bah, nous, en tant qu'Européens, comment on voit cette IA, et Apupen en tant qu'Indien, basé à Bangalore en plus, qui est quand même la ville de la technologie en Inde, comment est-ce qu'il voit l'IA? Et donc ça, c'était aussi, il y a quelques pages sur l'IA vue de l'Inde, et avec bon, quelques petites piques envers le gouvernement Modi et son tournant, je dirais, un peu autoritaire, qui va utiliser les nouvelles technologies d'ailleurs euh, pour, euh, ouais, pour contrôler l'information, on va dire. Euh, j'ai vu aujourd'hui d'ailleurs un graphique sur est-ce que les gens ont une vision plutôt positive ou plutôt négative? Est-ce que ça va nous faire euh, dans le monde? Alors, je ne sais pas quel crédit accorder aux sources. Je ne sais pas si c'est une étude euh, qui possède tous les critères de scientificité, mais en tout cas, si on normalise à un les États-Unis comme étant le baseline, bah là, bizarrement, la France est plus optimiste. On est à 1,3, 1,4. On est plutôt dans les optimistes. Alors, les très optimistes, c'est les Japonais, les Chinois et les Coréens. Ceux-là, ils sont à 4 sur cette échelle-là. Et par contre, l'Inde est un peu plus négative. Et puis, en gros, les pays africains sont eux, beaucoup plus négatifs. Après, évidemment, il y a enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas qui n'ont pas répondu à cette, à ce sondage ou à cette étude. Euh, mais donc l'IA est clairement quelque chose qui est à la fois totalement mondialisé, mais en même temps avec beaucoup de perceptions très différentes d'un point de vue local. Et ça nous semblait intéressant aussi de montrer ça au moins du point de vue Paris et Bangalore. Et puis de parler aussi un peu d'enjeux géopolitiques, parce que de fait l'IA est devenue géopolitique. Et tout le monde a bien vu les batailles entre les États-Unis et la Chine bon, bah, comme exemple, les, les États-Unis ont placé l'export de puces NVIDIA A100, H100, c'est-à-dire les puces les plus puissantes, sous le domaine du export control, c'est-à-dire qu'au même titre que les armes de guerre, vraiment, il n'est pas possible d'exporter en Chine les puces les plus puissantes de NVIDIA qui servent à entraîner ces modèles d'IA, sans avoir l'accord du département du commerce. Et donc, on a essayé de parler un petit peu de géopolitique. Nous, à Lighton, on connaît pas trop mal le cas du Moyen-Orient parce qu'on a beaucoup collaboré avec un centre de recherche à Abu Dhabi. Donc, on a pu voir que ça bougeait aussi très fort dans ces pays-là. Et puis, donc là, alors on a imaginé le Turkménistan. Ça, c'est purement fictif, justement, se mettre dans un pays dont on ne parle pas trop là-dessus. Mais voilà, pour se fâcher vraiment avec personne, on ne veut pas avoir de problème avec notre éditeur. Et voilà, après, un petit focus aussi, c'était cette notion la notion de super-héros. Alors, c'est assez amusant parce que quand on avait imaginé ça depuis longtemps, et puis quand j'ai lu Le Monde sans fin il y a une petite année, j'ai été très catastrophé. J'ai dit,
on se parle avec la poupée dans une de nos conversations et je lui dis, je suis catastrophé. Dans Le Monde sans fin, qui est une BD qui est en train de cartonner en France, il y a un super-héros et on va nous accuser de plagier ça. Et bon, après, il m'a rassuré en disant que toutes les BD, finalement, c'était une sorte de thème un peu récurrent qui ont commencé à, à- voilà, le super-héros est devenu quelque chose d'absolument relativement universel dans la BD, qu'il fallait pas que je m'inquiète là-dessus. Mais donc voilà, c'est un des thèmes. Le héros Hugo se rêve de temps en temps en super-héros sur pas mal, à peu près à chaque chapitre, il y a un petit passage en super Hugo. Et voilà, après, pour finir un peu sur les quelques focus sur l'IA, on s'est amusé, donc comme vous avez vu, mettre du NeurIPS, mettre des personnages qui sont des sortes d'alter ego sans que ce soit nous du tout, mais de Apupen à droite et moi-même à gauche en Hugo. Et puis essayer de dire aussi la création du livre dans le livre, hein. Hein, c'était un procédé qui avait déjà été utilisé peut-être certains connaissent la BD Logicomics. Là aussi, c'est pareil aussi. Il y a la création de la BD dans la BD. Euh, euh, voilà, ça nous semblait amusant. On a parlé de lanceur d'alerte aussi, de responsabilité du scientifique. Alors, c'est intéressant, effectivement, dans le contexte de l'IA. Hein, après, voilà, il y a eu un film qui a eu un succès cet été dans le contexte de la bombe atomique sur la responsabilité du scientifique. Je laisse à chacun y voir ou pas un lien d'ici. Je ne suis pas du tout à dire que l'IA est équivalent de l'arme atomique, ou bien au contraire. Mais un peu l'ouverture finale, c'est de se dire que notre objectif, c'était d'ouvrir plutôt, de faire un plaidoyer sur les communs des modèles qui seraient plus ouverts, hein, plus open source. Alors, on vient de répondre aujourd'hui à un gros appel d'offres sur les communs numériques dans l'IA. Donc voilà, on est très impliqué là-dedans. Et puis sur l'éducation aussi. Donc on pense que c'est éducation à l'IA, éducation par l'IA d'ailleurs. Et puis voilà, ici, à la fin, Hugo va faire une intervention en classe. Voilà. Donc j'ai aussi une intervention en classe de terminale prévue dans un mois à Lyon. Ce qui est, voilà. Et puis voilà, juste pour finir, il y a un petit twist. Alors évidemment, je pense que sans trop déflorer, on s'est amusé à écrire les 5 dernières pages, le 10e chapitre, une sorte de postface de la faire écrire par l'IA. Donc, moi, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai mis une sorte en une page le résumé du livre, hein, et puis je lui ai dit, imagine-moi un chapitre 10 avec différents scénarios du plus joyeux, happy end, au plus noir, et puis le dernier, là, ça c'est le chapitre 5 le plus noir, rédige, euh, rédige un résumé des chapitres 10, et puis voilà, c'est l'apocalypse zombie. Alors, on s'est bien amusé. Alors, ça a fait. ChatGPT a fait le texte. On a fait 5-6 essais, puis on a pris le texte qui nous plaisait le plus. Et d'ailleurs, on voyait qu'il ne respectait pas trop les contraintes on dit en moins de 150 mots. Ça ne marchait pas toujours, ça. Mais après, les résumés étaient plutôt sympas, les petits scénarios du chapitre 10. Et là, c'était effectivement la vraie production de l'IA qu'on a repris vraiment verbatim de ce qu'avait craché ChatGPT. Et pour les images, on a fait un fine-tuning de Stable Diffusion sur les 9 premiers chapitres. On a pris 500 images qui ont été légendées. Et après, toutes ces images ont été générées, enfin, toutes les images du chapitre 10 ont été générées par l'IA à partir d'un modèle appris sur les premiers chapitres. Et voilà, ça, c'est vraiment le prompt en IO en zombie. Et ça a créé IO en zombie, qui est plutôt, plutôt assez effrayant. Mais voilà, on peut s'amuser à voir en même temps ce que ça fait. Il y a des images qui sont moins réussies, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le personnage principal, Hugo, comme il apparaît sur beaucoup d'images, il est plutôt bien rendu et les personnages un peu secondaires sont moins bien rendus. Et évidemment, nous, on a vu l'évolution quand on avait entraîné que sur un seul chapitre, les images n'étaient pas terribles. Et puis
plus les chapitres avançaient et plus on relançait un réentraînement du modèle pour arriver à quelque chose. Et à la fin bah, disons, les images tiennent la route. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de auto-récursif. On ne pouvait pas ne pas utiliser l'IA à un moment, même si ça n'est que dans les 5 dernières pages du bouquin. Voilà, et donc j'ai à peu près fini cette présentation. Si vous, pour, euh, pour continuer le débat, si ça vous intéresse, j'organise une rencontre débat avec Cédric Villani, qui est, qu'on ne présente plus, comme on dit, mais qui est aussi un grand amateur de BD, qui a lui aussi coécrit 2 BD qui tournent autour des sciences, de la science-fiction, etc. Et donc, il est extrêmement intéressé. Le débat sera animé par Katie Evans, qui est experte en éthique de l'IA et qui se trouve avoir fait pour l'UNESCO il y a quelques années une BD sur l'IA aussi. Et donc voilà, c'est ceux qui veulent, mardi 7 novembre, dans exactement 2 semaines, à 19h, à l'IPGG, derrière l'UNS, il y aura cette rencontre débat qui permettra de prolonger cette discussion. Voilà, je arrêter le partage et je serai ravi de répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, beaucoup, Laurent. Je propose qu'on passe quelques questions, puis on cédera la parole ensuite à Ilan, dont le projet est un petit peu différent. Et Ilan a des problèmes de connexion. Il est en Colombie actuellement pour une mission. Donc, on va voir comment il arrive à se connecter et à nous dire quelques mots. Euh, Écoute, je me Oui. demandais juste une dernière question. Enfin, pourquoi vous avez pas utilisé votre propre modèle de langage, en fait, pour rédiger certains éléments? Il n'est pas adéquat? Oui, après, c'était une question d'interface parce que D'accord. notre modèle de langage, il est plutôt fait pour les applications. En ce moment, on fait du fine-tuning sur des applications très, très business. Et, euh, et finalement, quand tu le fine-tunes sur des applications particulières, il devient moins bon sur des applications très C'est plutôt génériques. général. Ok. Donc, c'est une sorte de compromis qu'on a. Et nous, notre modèle, le modèle Lighton, là, qu'on appelle Alfred, là, euh, il devient plutôt spécialisé. Là, on a fait des annonces pour faire des assistants dans le domaine médical, par exemple, etc. Et ça, c'est aller rechercher les informations dans du texte. Il est meilleur là-dessus, mais du coup, il devient moins bon sur des aspects très, très génériques, comme raconter des histoires comme ça, ce qui n'est pas du tout les applications qu'on recherche dans la vie de l'entreprise. D'accord. Ok. Ok. Merci beaucoup. Bon, c'était juste une petite remarque. Je vais laisser la parole à l'assistance. Allez-y, hein, sinon, moi, j'ai d'autres question. Je me demandais notamment quel était le public, en fait. Est-ce que vous visiez en particulier un public? J'imagine qu'il y a dû y avoir une discussion continue entre vous, un débat continu qui devait être très intéressant et donc qui pourrait faire l'objet d'une et expliquer le processus créatif à deux. Euh, et mon autre question, parce que vous parliez d'une intervention en lycée, et donc est-ce que ce qui est intéressant aussi avec le format de la BD, c'est qu'elle touche quand même à plusieurs générations. Donc est-ce que à partir de quel âge on peut la lire et justement, je ne sais pas encore si on sait quelle est la réception, mais quel est l'avis des plus jeunes générations à ce sujet? Est-ce que les plus jeunes générations perçoivent l'intelligence artificielle peut-être différemment de nous et comment elles s'en saisissent? Ouais, merci pour ces questions. Alors effectivement, la question du processus créatif à 2 personnes, et c'était un apprentissage, on va dire, et c'est pas facile. Et notamment, Apoupen n'avait jamais fait de gros projets en collaboration avec quelqu'un d'autre. Il avait fait des petits projets en collaboration, mais pas jamais un projet de cette ampleur-là. Toutes les BD, lui, qu'il avait faites auparavant, il était le seul.
scénaristes et dessinateurs. Et là, c'est vrai que il a fallu qu'on apprenne. Et oui, oui, on a eu des discussions. Et bien entendu, Apopen a évolué. Moi aussi, j'ai évolué parce que c'est vrai que moi, je suis de fait aussi dans ma bulle d'entrepreneur qui est aussi une bulle, même si je connais, je suis l'actualité de l'IA au quotidien, mais peut-être moins effectivement cette idée de c'est quoi les aspects préconçus, et puis un peu les aspects très pourquoi est-ce que les gens rejettent souvent cette technologie et quelles sont les peurs? Là, on entend beaucoup de peurs, un peu de, je sais pas, de côté Terminator, des choses de l'IA des robots tueurs, etc. Alors, c'est beaucoup dû à la science-fiction. La science-fiction est absolument extraordinaire, mais la science-fiction parfois nous emmène sur des. Moi, j'essaie de dire aux gens, on n'est pas à la génération Terminator. Si vous aimez la science-fiction, on est à la génération de Her, le film qu'il y avait il y a quelques années. Et maintenant, ça y est, enfin, l'assistant vocal dont le héros tombe amoureux avant de se rendre compte que le même est utilisé par 10 000 personnes et que voilà, le miroir se brise à un moment parce que il se, il se rend compte que il est amoureux d'une chimère. Mais c'est ça, en fait. On est à cette génération-là. Euh, mais oui, oui, pour revenir à un Poupen, effectivement, hein, nous, nos deux points de vue ont évolué, mais voilà, ça reste un dialogue avec des. euh, Après, surtout, ce qu'il me disait, c'était que lui, il avait appris énormément de choses, en tout cas. Donc ça, au moins, l'objectif a été atteint. Et puis, pour rebondir sur votre question, à partir de quel âge on lit? Bon, nous, on l'a conçu, on s'est dit, à partir de lycéen. Bon, plus jeune, oui, j'ai un petit neveu qui l'a lu, qui s'est amusé, mais je pense qu'il n'a pas lu tous les détails. Nous, l'intervention que je vais faire en classe, c'est dans une classe de terminale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une terminale qui n'est pas scientifique et qui est une terminale d'élèves qui n'ont probablement, dans leur grande majorité, plus fait de maths depuis 2 ans. On va voir. Ça va être très intéressant. Moi, je suis très, très preneur d'avoir justement, c'était une des questions. J'ai échangé avec leurs enseignantes il y a 3 jours pour préparer cette rencontre et je leur disais que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de comprendre quelles étaient leurs préconceptions de l'IA avant d'avoir lu la BD et est-ce qu'elles avaient changé après avoir lu ça. Donc, c'était vraiment pour moi le gros intérêt. Je pense que ça va être passionnant. Voilà. Et d'ailleurs, visiblement, il y a de l'attente. Enfin, les étudiants, d'après les enseignantes, étaient contents aussi de passer par une BD comme médium bon, voilà, aussi pour lire. Donc, moi, je suis très, très impatient de voir ce que ça va donner. Je pourrais vous faire un retour, mais ça sera le 15 novembre. Voilà. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Oui, Quelles sont Alexandre, les est-ce limites? qu'on passe à peut-être la question dans le chat? Ilan a l'air d'être connecté, mais Ouais, après, moi, donc si Ilan veut parler, moi, je peux répondre dans le chat à la question aussi par écrit. oui, oui, alors c'est intéressant. Donc, on va faire la dernière question. Quelles sont les limites de la BD sur ce sujet? Question très intéressante de Pierre Mounier-Kuhn. Est-ce qu'il vous semble difficile ou impossible qu'est-ce qui vous semble difficile ou impossible à représenter dans l'intelligence artificielle? Hmm. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est bonne. Alors, ouais, moi, je dirais que c'est- alors, ce qui était difficile, j'ai un challenge au quotidien, c'était cette question de jusqu'où aller dans le côté technique des choses. C'est-à-dire que au bout d'un moment, évidemment, on peut comprendre beaucoup de choses, mais pour aller plus loin, souvent, il faut s'y coltiner, il faut le faire. Et quelque part, on aurait voulu faire euh, peut-être que les limites de la BD, c'est que c'est pas interactif. Il faudrait un chat BD, il faudrait une BD dans laquelle on puisse chatter elle-même et puis interagir avec et avoir une vraie. Euh,
on pourrait imaginer plein de choses comme ça, quoi. On pourrait imaginer quelque part, voilà, un peu ce qu'on veut dire, c'est que justement cette IA n'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est très concret, que tout le monde peut prendre en main, que tout le monde peut jouer avec. Et finalement, ce décalage entre un médium très traditionnel, voilà, le papier physique, l'objet, etc., et on parle d'un truc qui est super, à la fois très haute technologie, mais en même temps, il suffit d'avoir un smartphone, une tablette. Enfin, il n'y a pas besoin d'être expert en informatique. Il y a besoin juste de lancer ChatGPT et puis de commencer à écrire des choses. Et donc là, moi, je dirais que c'est peut-être ça un peu la limite de l'outil. Bon, on a un projet d'avoir un site web qui ferait vivre un peu les choses, peut-être via un site web. Ça, c'est des choses. Pour l'instant, le site est toujours en construction. Et peut-être cet intermédiaire-là, mais c'est vrai que c'est la limite de l'objet physique très traditionnel, de l'édition papier, et puis de choses sur lesquelles c'est pas compliqué de jouer avec, en fait. Et il faudrait avoir l'intermédiaire. On n'a pas résolu cette sorte de contradiction. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces réponses. Peut-être qu'on en aura d'autres après cette belle présentation. On va peut-être passer à Yves. Ilan, est-ce que tu Euh, as un son convenable? Est-ce que tu pourrais nous dire au moins quelques mots sans visio de ton projet, de son état d'avancement notamment? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. oui, très Ok, bien. super, très bien. Donc voilà, je m'excuse pour ce décalage. Les choses sont vraiment très différentes. Je suis en Colombie pour le moment. Donc, Laurent, j'ai pas pu suivre toute ta présentation, mais ton projet a l'air vraiment passionnant. Oui, je peux parler un peu sur mon projet. Euh, J'approche la relation entre la bande dessinée et les intelligences artificielles d'une manière un peu différente. J'essaie de comprendre en fait comment la BD peut m'apprendre des choses sur l'IA et comment l'IA peut m'apprendre des choses sur la BD. Et en train de générer une BD avec l'IA qui est sans doute quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Je l'ai fait il y a 3 ans déjà. Il y a un nouveau livre qui va sortir chez Jean Boîte le mois prochain avec Kayla McDowell, le fondateur du programme de Google Artist Machine Intelligence. On a collaboré ensemble sur un script en fait qui illustre aussi cette tension entre art et technologie. Contrairement à cette option de générer des images, du texte pour faire une bande IA, une bande dessinée, euh, je crois que la bande dessinée a une relation qui est un peu plus intéressante, qui est plus historique avec l'automatisation. Et, euh, et je comprends que en fait, l'automatisation de la production artistique a été un trop assez répandu dans le discours, dans les discussions de l'art moderne et l'art contemporain. Mais en fait, la bande dessinée a toujours été liée à des concepts de fabrication industrielle, d'automatisation, d'adaptabilité, et qui sont presque comment dire, des caractéristiques fondamentales hein, de sa production. Quand on est en termes de bande dessinée, on voit tout en termes de calcul. Euh, donc, euh, En termes d'efficacité, d'utilité marginale, d'espace, je vous rappelle que la bande dessinée a toujours été intégrée dans des circuits commerciaux médiatiques. Donc, très, très souvent, la tâche d'un auteur de bande dessinée, c'était pas juste de s'exprimer, comme on peut le voir dans la plupart des artistes modernes, mais c'était aussi de s'intégrer dans des circuits économiques industriels de production. Il fallait, je vous donne un exemple, la technologie Bendey, une technique Bendey en fait, qui était une technique afin de traduire les différentes couleurs en densité de noir et blanc. C'était presque un programme, c'était presque une langue, une langue de programme du siècle d'avant, en fait. Une manière d'encoder les informations, de les décoder en fait, pour la reproduction des œuvres. Donc, je crois que l'affaire de Mondesi était toujours une affaire d'encodage, toujours une affaire de comment prendre un objet de craftsmanship, donc d'artisanat, et le transformer en produit de masse. Hein.
Donc, les auteurs de bande dessinée ont souvent travaillé très, très près avec, par exemple, la publicité. Donc, ils ont dû toujours se rendre compte des considérations qui sont externes à justement juste ce qui se passe dans l'histoire, mais s'intégrer déjà dans un circuit de plusieurs comment dire, facteurs, joueurs, qui vont au-delà juste des considérations artistiques. Euh, donc, et se développer, la bande dessinée s'est développée en gros en, comment dire, on se développait de pair avec l'économie de l'information, avec la normalisation de meilleures pratiques de production, de best practices, hein, et l'échelle industrielle de ces opérations, depuis les toutes premières étapes de ce qu'on appelle idéation, je suppose en français, jusqu'aux révisions éditoriales de dernière minute, reposait sur toute une chaîne de toute une chaîne comment dire, de main-d'œuvre qui était soigneusement orchestrée dans une architecture opérationnelle. Quelque chose qui n'est pas très, très différent, en fait, de la manière qu'on travaille maintenant. Enfin, pour les quelques artistes qui travaillent avec l'IA, on va déceler, les choses n'étaient pas très, très différentes. Il suffit de regarder, par exemple, les studios de Tintin, d'Hergé, pour voir comment les choses ont été segmentées afin de pouvoir atteindre le produit final. Donc, on est très, très loin de tout discours. C'est important pour moi de dire ça. On est très, très loin de tout discours sur l'art moderne ou à des gens comme Pollock ou Rothko. Il y a jamais eu quelque chose de pareil dans la bande dessinée. C'était toujours une affaire de production et d'organisation de cette production, de management. Euh, donc, ma recherche spécialement est de comprendre comment la bande dessinée a été toujours une affaire de computation. La computation, qu'est-ce que j'entends par computation? J'entends tout processus qui obéit à des règles qui sont finiment descriptibles et qui appliquent des opérations de calcul, de traitement, de transformation de l'information avec toute aide de support, tout support possible. Et ça, c'est important parce que la computation quelque chose qui est uniquement réservé aux ordinateurs numériques, donc, mais qui applique aussi à tout le support aussi analogue. Euh, donc, en 2020, j'ai réalisé, je suis désolé de ne pas pouvoir partager les images ici, mais vous pouvez aller très facilement sur X Twitter, et de voir le projet Neural Joker, qui est en fait un générateur de dessin de presse qu'on a lancé il y a 3 ans et qui continue à poster une fois par jour des dessins de presse complètement générés en IA. Et je peux vous expliquer un peu comment ça marche parce que c'est assez ludique en fait. Donc on a un petit Raspberry Pi, donc un petit module de déploiement de modèle qui se réveille chaque matin vers 9 heures du matin et qui va aller chercher tous les headlines, toutes les nouvelles, en fait, tous les headlines de tous les médias qu'on a recensés euh, en langue anglaise. En fait. Donc, on a une, presque 20 000 médias différents. Il va lire tous les headlines. Ces médias sont déjà catégorisés, c'est important de le dire, en, en termes de spécificité de domaine. Est-ce que c'est des médias de sport, des médias de culture, des médias de politique? Par couverture territoriale? Est-ce que c'est des médias qui sont régionaux, nationaux, internationaux? Et leur positionnement, en fait, dans un spectre politique simplifié. Est-ce que c'est des médias qui sont progressistes ou conservateurs? Euh, donc, une fois qu'il a parcouru tous les headlines et qu'il les a sauvés dans sa mémoire, il va opérer ce qu'on appelle un name identity recognition. C'est un subtask, donc une tâche qui va aller opérer, qui va aller trouver dans ces headlines tous les mots qui sont d'un certain intérêt qu'on a déjà préspécifié. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, des célébrités. Est-ce que c'est une célébrité? Est-ce que c'est une marque d'habits? Est-ce que c'est un spectacle de Broadway? Euh, et une fois qu'on a opéré en fait cette tokenisation de termes, tokenisation c'est de donner une valeur en fait au terme qui a été extraite des headlines,
on va générer, donc le programme va générer autour de 5 et 10 000 cartoons par jour en utilisant en fait les tokens qui ont été extraits ce jour-là. Peut-être maintenant on aura quoi comme token? On aura Israël, on aura euh, les élections en Argentine, peu importe. Et il va créer donc 5 à 10 000 cartoons. Et puis avec un algorithme de détection d'humour, évidemment, c'est assez vague tout ça, mais c'est assez intelligent parce qu'il a été entraîné entièrement en heuristique, donc juste par des gens qui ont dit, ah, ça c'est amusant, ça c'est pas amusant, ça c'est amusant. Donc, notre programme va sélectionner le plus amusant des 5-10 000 dessins très éditoriaux et il va poster sur Twitter le jour même. Donc, je pense il y a plusieurs manières, en fait, en tant qu'auteur de BD, d'interagir avec ces modèles. Et Laurent fait très, très bien de mentionner que la barre d'accès est très, très basse pour le moment. Donc, on peut très, très bien prendre un Midjourney, prendre un ChatGPT, entraîner un fine-tune modèle de Stable Diffusion. Et sans doute, on va voir plusieurs autres outils qui vont apparaître les prochains mois. Euh, je crois que c'est possible aussi d'imaginer des gens qui vont customiser entièrement leur propre modèle. Et c'est ça vers où je tends. Donc, essayer de voir comment les auteurs de BD peuvent mettre leur expertise dans la production de récits, afin de créer même et d'informer aussi le côté scientifique avec des nouvelles formes de visualisation. Parce que il faut pas oublier que une expertise d'un auteur de BD, c'est aussi de narrer les choses. Et la visualisation de data n'est pas très, très différente de ça. La bande dessinée a des origines aux descriptions diagrammatiques. Donc, une bande dessinée peut être lue aussi comme un diagramme. Un diagramme peut être reçu comme une bande dessinée. Et, euh, et voilà, je suis je suis très optimiste, contrairement à Laurent, où je n'aurais pas vraiment besoin de faire le good cop, bad cop, parce que je pense que, en fait, l'intégration de processus computationnels en bande dessinée, elle est complètement cohérente avec les origines même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire pour la peinture, pour la sculpture, etc., mais pour la bande dessinée. Et je vais finir sur une note qui aussi fait la loupe, en fait, faire le cercle un peu. Il faut pas oublier que Midjourney, Stable Diffusion sont entraînés sur des énormes extractions de données via Lion 5B, qui lui-même est basé sur Common Crawler. Common Crawler, c'est un outil d'une association sans but lucratif allemande afin de scraper l'Internet. Euh, et il faut pas oublier que ces modèles-là sont entraînés sur des bandes dessinées aussi. Donc, ça ne veut pas dire que, je veux dire, on peut générer des bandes dessinées avec ces modèles, mais il ne faut pas oublier d'où ces modèles viennent. Ils viennent d'une connaissance qui est, maintenant, on peut le dire, une connaissance planétaire, une expression planétaire d'un médium d'expression vernaculaire. Et on décide contrairement aux autres arts, bien par les utilisateurs eux-mêmes. Ça, c'est une très, très grande discussion à faire, mais pourquoi on arrive à numériser, on a une énorme quantité de bandes dessinées en ligne en ce moment, c'est parce que les utilisateurs eux-mêmes ont décidé de digitaliser, de numériser et de traduire les bandes dessinées, notamment on le voit dans l'industrie manga, et de mettre en ligne en fait des millions de pages. Et ces millions de pages qui sont faits en fait pour la lecture ont été aussi extraites afin d'entraîner les modèles génératifs d'IA maintenant. Donc, je vais finir avec juste une phrase que la bande dessinée est dans l'ère du big data. La bande dessinée a du volume, des informations en ligne à cause de la variété du type des données. On a plein d'informations stylistiques, de techniques de reproduction, de dessin, d'approche qui en fait, nous permettent d'avoir une variété de différents modèles. Donc, on a ce qu'on appelle une grande variété domaine spécifique, de spécificité de domaine. C'est pas juste un style, c'est pas juste la photographie qui a toujours voilà, une description un peu plus réaliste du monde. La bande dessinée, on a des tonnes de différentes, une énorme variété d'expressions. On a une valeur aussi qui résulte avec tous les métriques et
et les flux données qui peuvent être corrélés. Donc, c'est aussi, c'est aussi très, très important de prendre en compte que les gens qui ont, enfin, les institutions, les petits repositories, les agrégateurs de bande dessinée en ligne, euh, de- ils savent aussi ce que les utilisateurs eux-mêmes et les lecteurs eux-mêmes demandent et veulent. Donc, une série d'analytiques de comportement. Et donc, je crois qu'on est dans un moment que la bande dessinée doit être décrite en termes de big data. Donc, il faut laisser derrière nous un peu, et c'est important en fait de donner ça en fait cette discussion dans un contexte de culture IA. Il faut laisser derrière nous, enfin, ce que je considère être les diminishing returns d'une entente, d'une analyse expérientielle des œuvres. On a pris trop longtemps en train d'essayer de comprendre comment les bandes dessinées, les numériques peuvent être lus, peuvent être partagés, etc. Mais ce qui est important, c'est d'essayer maintenant d'approcher les bandes dessinées en termes quantitatifs. Parce qu'on est dans un point de basculement que la bande dessinée devient quelque chose d'autre, devient un autre objet. Elle a toujours été un objet technique, mais là, il y a une force génomique, je peux dire, qui est en train de trickle down à d'autres domaines d'expression, d'information. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Non, non, c'est absolument passionnant. Je crois que déjà avoir rappelé que la bande dessinée n'était pas insensible à ces questions d'automatisation, qu'elle avait toujours été en fait équipée, accompagnée, outillée et passionnant. Et ensuite montrer la richesse des potentiels graphiques. De la manière dont vous utilisez en fait vous si j'ai bien compris, Midjourney, et aussi tout à fait passionnant par rapport à la peur d'une réduction, en fait, de ce qui serait l'esprit de liberté, l'esprit de créativité de la bande dessinée. Hmm. Est-ce qu'il y a Tout à des fait, oui. questions et des... Oui, vas-y, Lan, ouais. Non, 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 vas-y, je voulais juste compléter en fait que euh, pour moi, c'est le moment aussi de ne pas faire ce qu'on appelle un déterminisme technologique. Je crois des gens qui feront une bande dessinée avec Midjourney et dire ah, j'ai fait la première bande dessinée avec Midjourney sont toujours dans une mystification un peu. Donc, il faut prendre, c'est peut-être, je pense qu'il faut commencer à traiter ces outils en même termes qu'on traite Photoshop, InDesign. On va jamais dire ah, j'ai fait cette bande dessinée avec Photoshop, ça veut plus rien dire. Donc, à part, sauf si on utilise nos propres modèles, sauf si le travail d'un auteur est vraiment de entraîner ses propres modèles et de le déployer, je crois qu'on est dans un moment, je considère, on est dans un moment de banalisation de ces outils en ligne et que, voilà, et je crois que c'est important de ne pas non plus de le célébrer comme si c'était quelque chose de très, très nouveau. Au moins s'il y a une part de créativité dans l'entraînement de ces modèles. Est-ce qu'il y a des réactions, Laurent? Oui, bien sûr. Ouais, non, je voulais, effectivement, c'est passionnant ce que tu dis, Ilan. Et je peux tracer un parallèle avec aussi ce qui se passe en musique. Je discutais avec, il se trouve que le directeur technique de la R&D chez Deezer, c'est un de mes anciens doctorants, et avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, et ils ont vu arriver la musique générée par IA. Mais exactement comme dit Ilan, ces grands chefs lui ont dit, mais il faut absolument que tu fasses un détecteur pour aller trier ce qui est fait par IA et ce qui n'est pas fait par IA. Et Emmanuel disait, mais c'est un outil comme un autre. Enfin, comment tu définis ce qui a été fait par l'IA? Est-ce que si tu utilises un synthétiseur, tu utilises de l'IA? Est-ce que, enfin, et exactement comme dit Ilan, la musique, c'est toujours appuyé sur des outils, sur des logiciels, sur des algorithmes. Bien sûr, c'est un outil en plus qui permet de faire des choses qu'on ne faisait pas ne serait-ce qu'il y a quelques mois, mais on retrouve un peu dans la musique aussi ce même genre d'interrogation. Ça me semblait aussi un parallèle intéressant. Tout à fait. En fait, D'autres... Facebook est en train,
Facebook est en train de développer leurs propres algorithmes de signature, en fait. Donc, même après traitement d'une image générée par IA, Facebook dit qu'il sera capable, dans quelques mois, de pouvoir détecter si cette image a été générée par IA ou non. Donc, je ne sais pas si c'est un genre de bruit qui va être intégré dans l'image, qu'on ne peut pas débarrasser. On a vu déjà ça avec les attaques adversaires euh, de deep learning, comme on dit. Donc, comment faire rentrer une image dans une autre image sans qu'elle soit visible par humain, mais tout à fait visible par un ordinateur. Donc, on est en train de rentrer dans une ère de forensic, donc presque de Mhm. détective, de savoir comment une image est produite, comment une image est circulée, qui deviennent des facteurs qui sont plus importants que ce que l'image raconte elle-même. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup d'évolution en fait, dans ce domaine-là. Je crois que c'est un domaine en pleine évolution. Ouais, tout à fait, mais même sur le texte pur, hein, OpenAI nous promettait une solution de détection il y a quelques mois là-dessus, et j'ai rien vu de bien convaincant qui soit vraiment robuste sur le texte pur. Donc, à voir, à voir. Ça va être intéressant. Tout à fait. Il y avait également une question dans le chat à laquelle Laurent a répondu par écrit. Est-ce que tu accepterais, Laurent, de faire cette réponse à l'oral pour que tout le monde puisse en profiter? Je suis pas sûre que tout le monde déroule la réponse. Ah oui, donc c'était une question de Obed Cramo qui Exactement. posait la question sur les IA génératives comme ChatGPT ne mettent pas en disparition les moteurs de recherche. Et effectivement, oui, moi je répondais que de fait, Euh, ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Et effectivement, il y a eu beaucoup en début d'année, il y a beaucoup de gens qui disaient, oh là là, c'est n'importe quoi ChatGPT, ça dit pas la vérité. Ça dit des choses fausses, mais c'est pas fait pour. C'est juste fait pour compléter du texte selon un modèle statistique avec certaines règles, etc. Par contre, ce qu'on voit, c'est de plus en plus une sorte d'hybridation entre les moteurs de recherche et cette IA générative à la ChatGPT où on va utiliser, alors moi je mentionnais par exemple ce qu'on nous demande beaucoup en entreprise, c'est ce qui s'appelle, les entreprises ont plein de données internes et puis elles ne savent pas quoi en faire, même elles ont souvent des moteurs de recherche assez rudimentaires où elles peuvent rechercher que par mots-clés euh, les documents. Donc et plus l'entreprise travaille sur un sujet sensible et plus le système de recherche est rudimentaire. Et là maintenant, le système RAG, c'est on peut poser une question en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue. Et puis, le système vous ressort non seulement les documents qui s'y rapportent, mais aussi vous fait une synthèse de réponse en une page ou un paragraphe, etc. Donc, c'est vraiment une sorte d'assistant virtuel qui vous permet d'aller rechercher dans les bases de données. Et finalement, c'est un peu ça probablement le futur de moteur de recherche, où on ne va pas juste demander à Google de sortir des liens, mais sortir finalement une réponse à ce qu'on veut. C'est d'une façon beaucoup plus structurée, peut-être aussi beaucoup plus personnalisée par rapport à ce qu'on est. Mais effectivement, une un des side effects, c'est que ça remet aussi en cause tout le moteur, tout le modèle économique d'Internet, où finalement, si c'est des IA qui lisent Internet et si c'est des IA aussi qui génèrent le contenu de ce qu'il y a sur Internet, c'est plus de la pub qui est payée, c'est plus des entreprises qui payent pour remonter dans le ranking de Google. Et, euh, et c'est vrai que ça explique pourquoi Google s'est vraiment mis en ordre de bataille pour maîtriser ces technologies parce qu'ils voient que tout ce qui fait le cœur de leur modèle économique pourrait être totalement bousculé. Donc, pour résumer, probablement pas une disparition des moteurs de recherche, mais une évolution du SATIA très, très certainement. Merci. À moins qu'il y ait d'autres questions, on va libérer Laurent et Ilan, les remercier vraiment, et puis leur dire que qu'on attend la BD d'Ilan et qu'on sera très très heureux de faire un petit peu de publicité sur le site, car là, sur sa parution, ça serait pas mal hein, sur nos listes un peu aussi. Merci vraiment à tous les deux, hein, et on se revoit pour la prochaine séance. Carla, tu peux nous rappeler l'horaire? Hein. Donc, toujours le même ordre. Par contre, ce sera en décembre et donc 19 décembre. Merci Euh, beaucoup. Merci. Merci à 19 vous. décembre, Merci. 17h30. Merci et bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.